Bonjour et bienvenue sur notre série Un auteur, un ouvrage, un regard sur le travail. Aujourd'hui, je reçois Marco Saraceno, auteur du livre Pourquoi les hommes se fatiguent-ils aux éditions Octares. Bonjour Marco. Bonjour. J'aurais voulu savoir en préambule finalement qu'est-ce qui t'a amené à écrire et à produire cet ouvrage. Alors, c'est un ouvrage qui est issu de ma thèse de recherche, de ma thèse de doctorat, et on peut dire que la manière dans laquelle je suis arrivé à cet objet, qu'il faudra préciser, on peut déjà évoquer le sous-titre de cet ouvrage. Le sous-titre, c'est une histoire des sciences du travail, donc la question de la fatigue, je l'aborde à partir d'une histoire des sciences, et c'est un livre d'histoire des sciences. Et la raison qui m'avait amené au début à m'intéresser à cette question de la science du travail, qu'est-ce qu'une science du travail, comment se construit une science de travail, était une question, on peut dire, philosophique, épistémologique. À l'origine, il s'agissait de penser, ça s'inscrivait un peu dans la tradition classique de la philosophie marxiste, est-ce qu'une théorie de la pratique est possible? Est-ce qu'une théorie de la pratique matérielle est possible? Donc, est-ce qu'on peut faire une théorie du travail? Est-ce qu'on peut étudier rationnellement cette activité pratique qui est le travail? Alors, je partais d'une forme d'insatisfaction. Il me semblait effectivement que dans les sciences humaines, et donc dans les sciences du travail humain, fondamentalement, les options se réduisaient à deux. Je vais être un peu caricatural, mais c'est pour faire comprendre de quelle manière je suis arrivé à cet objet. D'un côté, la science s'est limitée à être une science du travail aliéné, et donc une science qui s'est donnée comme objectif celui de protéger l'homme du travail, et donc de le protéger des méfaits de cette activité qui était l'activité productive. Et de l'autre côté, une science qui a renvoyé, on va dire, à la tradition tayloriste, donc une science du travail, et à l'auto-attribution de la part de Taylor de cette dénomination de science, de cette organisation scientifique du travail, et donc une science qui avait comme objectif celui de mettre les hommes au travail, dans une perspective qui était celui d'une forme d'anthropologie négative de Taylor, qui considérait fondamentalement, avec ce terme de flânerie, que les hommes, s'ils le pouvaient, ils fuyaient le travail, et donc il s'agissait de mettre en place toute une série de structures, d'organisations, de techniques pour mettre les hommes au travail. Donc d'un côté, on avait une science du travail aliéné, de l'autre côté, une science du travail, de la mise au travail de l'homme, et donc dans une perspective dans laquelle travail et homme étaient deux objets séparés et qu'il fallait faire rencontrer. Or, je m'intéressais au contraire s'il y avait la possibilité de faire une science, disons-le comme ça, positive du travail, au sens où une science qui véritablement s'intéressait au travail humain. Donc si je comprends bien, l'objet de ta recherche initiale, c'était de faire le point sur deux états de la science du travail, c'est-à-dire une approche plus protectionniste de qu'est-ce qui peut, au travers de l'étude du travail, le protéger, et de notre côté, qu'est-ce qui, au travers de l'étude du travail, peut l'amener à produire ou à être plus dans une logique de réalisation des activités. Je dirais que je me positionnais d'un point de vue plus surplombant et donc plus philosophique, épistémologique, et je me demandais donc plutôt si le travail humain pouvait être en soi un objet et non pas exclusivement une sorte de contradiction. Que ce soit d'un point de vue protectionniste, que ce soit d'un point de vue, appelons-le productionniste, l'idée c'était que le travail était fondamentalement extérieur à l'homme. Du coup, d'un côté, il fallait protéger l'homme du travail, et donc de là a dérivé toute une tradition qui était celui de l'hygiénisme et d'une certaine manière aussi celui qui a donné lieu à l'ergonomie, donc de protéger l'homme de certains méfaits du travail, et de l'autre côté, au contraire, plutôt les sciences de la gestion, et donc une science qui partait du principe qu'il fallait mettre l'homme au travail parce que de toute manière il aurait tendance à y échapper. Or au contraire, j'ai pensé que notamment la première tradition, celle qui du coup pensait le travail humain exclusivement à travers la forme de l'homme aliéné, partait d'une, je dirais, ce que pour moi était une mauvaise lecture de Karl Marx, c'est-à-dire celle de considérer que l'aliénation était propre au travail. Or, au contraire, voilà, dans une lecture, il me semble, plus auprès du texte de Karl Marx, pour Karl Marx, l'aliénation est propre au salariat, c'est-à-dire propre à une certaine forme d'organisation du travail, et au contraire, et là on retrouve un Marx plutôt anthropologue, l'homme, il se fait dans son travail, l'homme devient homme dans son travail, et donc je me demandais, est-ce qu'il y a la possibilité, quelles sont les conditions de possibilité, puisqu'il y a la possibilité, quelles sont les conditions de possibilité d'étudier
le travail humain en tant que couple, vraiment en tant que couple conceptuel, travail humain, c'était le travail de l'homme, et non pas penser le travail et l'homme comme deux objets contradictoires, soit d'un point de vue protectionniste, soit d'un point de vue productionniste, on va dire, productiviste. Et donc sur cette base-là, tu as conduit ta recherche, et finalement, au travers de ton livre, tu aboutis sur quel type de réflexion par rapport à ces sujets qui sont quand même très complexes en soi, puisqu'on intègre une dimension historique, on intègre une dimension scientifique, une approche de l'homme, on est vraiment dans une dimension aujourd'hui très, très complète. Alors, disons que pour continuer, pour répondre à cette question et poursuivre, on va dire, la première question de qu'est-ce qui me motivait, j'avais la sensation qu'on ne pouvait pas répondre à cette question de manière exclusivement philosophique. Autrement dit, on ne pouvait pas répondre à la question est-ce que le travail humain peut être l'objet d'une théorie, et donc l'objet d'une science, il faudrait faire un passage entre théorie et science, mais on ne peut pas être l'objet d'une réflexion rationnelle. On ne pouvait pas répondre à cette question exclusivement philosophiquement, puisque la notion de travail est pour moi un concept de sens commun, et c'est très difficilement conceptualisable. Autrement dit, pour moi, je reprendrai les termes d'Ishvartz, le travail est un objet étranger à la philosophie, c'est-à-dire la philosophie peut penser sur le travail, mais ne peut pas être une philosophie du travail, il n'y a pas un concept de travail. Donc, bien que je m'inscrivais un peu dans une trajectoire qui était celle justement d'Ishvartz, de réfléchir au rapport entre, disons, compréhension et expérience du travail, entre connaissance et expérience du travail, mais je pensais que pour réfléchir à ces choses, il fallait rentrer dans une histoire de ces théories qui ont cherché à étudier le travail humain. Ces théories, ces sciences, on peut dire, ces sciences du travail, qui ont cherché justement à saisir le travail humain dans toute sa complexité. Je dis bien chercher, parce qu'on va dire que l'un des aboutissements de cette recherche était justement de révéler une impasse fondamentale de ces tentatives. Mais c'est dans cette perspective que donc, en partant d'une réflexion, en partant plutôt d'un questionnement philosophique, j'ai décidé de l'aborder avec les outils de l'histoire des sciences, et donc en essayant de voir de quelle manière, quel type de solution on essayé d'apporter, solutions à la fois épistémologiques, techniques, de connaissances, pour saisir le travail humain dans ce sens positif, ou non pas comme travail, ni comme exclusivement travail aliéné, ni exclusivement comme mettre l'homme au travail, mais essayer d'étudier qu'est-ce que le travail de l'homme? Qu'est-ce que le travail de l'homme? Et à ce sens, bon, j'ai choisi, comme cela se doit, on va dire, dans la tradition de l'histoire des sciences, un morceau très limité de cette histoire, du coup une période qui, encore une fois, se trouve dans le sous-titre de cet ouvrage, la période qui est à cheval entre la fin du 19e et le début du 20e, puisque c'était une période à laquelle l'ambition de construire une science du travail humain se révèle de manière extrêmement frappante. Il y a des véritables discours de construire une science du travail de l'homme, une science du travail, même dans la course aux logis de l'époque, la biologie, la philologie, etc. On cherche à construire également l'ergologie, au sens voilà, d'une véritable science du travail dans tous ces termes. Il y a des citations dans le texte que l'on peut retrouver de physiologistes de l'époque qui nous disent voilà, il faut construire une science qui soit entre la médecine, la physiologie, la psychologie, la sociologie, l'économie, et qui absorbe l'ensemble de cette expérience. Je répète, sans anticiper peut-être ce qui va être la suite de notre discours, mais cela m'a conduit en réalité à identifier les échecs de ces tentatives. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement de voir, pour sonder les conditions des possibilités d'une connaissance de cette expérience humaine, justement, ce n'est pas un concept, le travail, c'est une expérience humaine. La meilleure façon pour étudier cela, c'était de partir d'une étude de ces différentes tentatives de mettre en science cette expérience du travail. Oui, et puis en plus, on est vraiment dans une époque qui nécessite l'émergence de ces questionnements, de ces sciences au travail, puisque la révolution industrielle explose, on voit forcément des problématiques liées à la régulation du travail, et du coup, comment mesurer finalement les impacts de ces régulations ou de ces déviances par rapport au processus de production, et ainsi de suite. Et du coup, finalement, cette période rend compte de cette évolution-là, de par la nécessité d'y mettre les doigts, ou d'un regard, sinon, finalement, ça aurait pu partir dans n'importe quel sens, peut-être. Alors, disons que j'aurais la tendance à répondre à cette question en disant que cette ambition scientifique
d'étudier le travail humain, ne pouvait émerger effectivement que dans le contexte de la deuxième révolution industrielle, pour aller vite, c'est-à-dire ce contexte effectivement du fin du 19e siècle qui coïncide avec les phénomènes des rationalisations. C'est le moment où les organisations sociales et les organisations productives commencent à ressentir le besoin de la rationalisation de cette activité productive humaine. Et dans ce contexte-là émerge une volonté de donc étudier le travail dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes, j'insiste, il y a cette volonté d'étudier à la fois comme une activité corporelle, comme une activité cognitive, comme une activité sociale, comme une activité économique. Alors, j'ai dit que ça ne pouvait émerger que dans cette période, mais en même temps, je ne pense pas que l'on puisse arriver à la conclusion que ça soit une sorte de déterminisme. Je ne crois pas que la rationalisation ait déterminé l'apparition de ce type de réflexion scientifique sur le travail. Je dirais plutôt que la rationalisation du travail fait émerger ce carrefour de questions dans lequel donc la réflexion scientifique se enfonce. C'est justement le besoin à la fois d'avoir, on pourrait le reprendre, mais le besoin à la fois d'avoir un être qui soit libre, mais en même temps contraint dans la relation salariale, à la fois discipliné mais créatif, à la fois discipliné mais engagé dans son travail, et bien toutes ces contradictions qui tendent la question du travail à la fin du 19e siècle sont le terreau sur lequel justement des physiologistes, des psychologues en LHD vont commencer à travailler. C'est quand même un sujet passionnant et du coup comment se construit ton ouvrage, comment tu vas aborder finalement cette question-là de l'émergence et j'ai noté tout à l'heure la notion d'impasse de ces sciences, comment tu l'as développée? Alors, disons que d'un point de vue méthodologique, d'abord, je peux évoquer cela, j'ai choisi un moment très précis, encore une fois. C'était une façon, on va dire, de limiter l'envie de tout dire. Souvent, voilà, lorsqu'on aborde une question qui est, encore une fois, ce n'est pas forcément encore conceptualisé, déterminé, c'est conceptuellement déterminé et conceptuellement balisé, parce que voilà, on part d'une expérience, qui est à la fois une expérience individuelle, collective, sociale, comme celle du travail, forcément, le risque, c'est de vouloir parler de tout. Et en ce sens, de ne pas arriver à pouvoir structurer un discours avec une certaine méthodologie. Donc, j'avais choisi une période très spécifique et un objet très spécifique, pour des raisons que je vais tout de suite évoquer, pour quelles raisons j'ai choisi cet objet. En tout cas, l'objet était un instrument scientifique qu'on appelait l'ergographe, qui était un instrument de mesure de la fatigue, qui avait cette ambition, encore une fois, de mesurer la fatigue objectivement, c'est-à-dire de mesurer la fatigue humaine objectivement pour effectivement s'en servir comme outil de rationalisation sociale, comme outil également hygiéniste, c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop de fatigue. En tout cas, cet objet qui est créé par un physiologiste italien à la fin du 19e siècle me paraissait un condensé, on va dire, de toutes ces tensions qui traversaient la science, qui pouvaient traverser l'ambition d'étudier le travail humain dans sa positivité. Et donc, la façon dans laquelle j'ai construit cet ouvrage a été d'étudier la trajectoire de cet instrument, à la fois en regardant comment il a été conçu, avec quels objectifs, avec quelle idée du travail qu'il y avait derrière, comment il a été reçu par la suite, dans la suite de l'histoire des sciences, et après, quelle est son impasse, justement, autrement dit, quel a été son échec. Pour le dire en amont, une phrase plutôt, l'ergographe révèle une véritable parabole en une trentaine, quarantaine d'années, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années dans lesquelles tous les psychophysiologistes de l'époque considèrent d'avoir enfin trouvé un instrument qui mesure la fatigue, et à la fin une déception énorme par rapport à ce qui sont les résultats concrets de cet instrument et ce qui peut véritablement révéler cet instrument. Donc cette parabole, pour moi, résumait cette question qui m'animait au début, qui était celle, effectivement, d'étudier ces conditions de possibilité d'une science du travail. Je termine sur ça.
montrer les conditions de possibilité parce que d'une certaine manière, je ne voulais pas et je n'ai pas voulu interpréter cet échec comme l'échec de toute possibilité de penser au travail, mais plutôt l'échec révèle quelles sont les difficultés, quelle est la complexité de cet objet sur lequel tant de regards scientifiques peuvent se poser. Alors, l'histoire de cet ergographe, du coup, qu'est-ce qui le rend si attractif à ce moment-là? Comme tu dis que tous les psychologues, les personnes en charge, ou en tout cas les chercheurs autour des questions de la science du travail, ont eu une image très positive de cet outil-là. Du coup, c'est quoi cet outil et finalement, qu'est-ce qui les a attirés à cette époque et qu'est-ce qui les a amenés à y porter autant d'attention? Pour cela, il faut vraiment rentrer un peu, on va dire, dans la question épistémologique de la science du travail. La science du travail se structure dans un contexte, cette science du travail dont je traite dans le livre, c'est que structure dans un contexte dans lequel s'impose au niveau macro-scientifique, on peut dire, c'est-à-dire à un niveau épistémologique général, un paradigme qu'on peut appeler un paradigme énergétiste, qui est un paradigme très fortement en relation avec cette société productiviste de la deuxième révolution industrielle que tu évoquais tout à l'heure. Ce paradigme énergétiste se fondait sur les découvertes de la thermodynamique, tout d'abord, mais c'est fondé également sur une certaine vision du monde. Cette vision dans laquelle, effectivement, l'ensemble des processus naturels, mais également l'ensemble des processus humains et en dernière instance, l'ensemble de processus également sociaux pouvait être expliqué par l'étude d'un ratio, le ratio entre une énergie dépensée et un résultat obtenu. C'est sur ça qui se construit la mécanique industrielle, et c'est par la suite sur ça qu'il va se développer cette idée d'une science du travail. Donc l'idée c'était fondamentalement pour ces physiologistes de considérer que dès la même manière dans laquelle on avait pu rationaliser la conception et la mise en œuvre de certaines machines par l'étude thermodynamique du ratio entre énergie dépensée et résultat obtenu, on aurait pu faire la même chose avec ce qu'on commençait à appeler le moteur humain, la machine humaine, mais la machine énergétique, là pour le coup, non plus la machine de Descartes, mais la machine énergétique humaine, donc le moteur humain. Si on disposait des instruments pour pouvoir mesurer ce ratio entre énergie dépensée et résultat obtenu, on aurait trouvé la façon d'organiser rationnellement, justement, le travail humain, de l'organiser, de le gérer, de l'exploiter également. Et en ce sens, l'une des portes d'entrée pour étudier pour mesurer ce ratio, et donc pour étudier les conditions de ce ratio, était la question de la fatigue. C'est-à-dire, on se disait, fondamentalement, le moteur humain est un moteur particulier qui consomme de l'énergie, ça on le connaissait depuis le milieu du 19e siècle, grâce à la thermodynamique biologique, on connaissait la valeur énergétique des aliments, etc. Si on dispose d'un instrument par lequel on arrive à mesurer comment c'est dépenser cette énergie, on peut obtenir ce ratio, la mesure de ce ratio. Et donc l'entrée par la fatigue, par ce qui semble être justement la courbe d'épuisement des énergies, semblait permettre d'obtenir ce ratio. Et la chose intéressante de cet instrument, l'ergographe, c'est que je ne rentrerai pas dans les détails de la description de l'instrument, mais c'est un instrument qui donne comme résultat une courbe de la diminution du travail dans le temps. C'est-à-dire, grossièrement, on mesurait combien de soulèvements pouvait faire un doigt avec un poids attaché à ce doigt, et en mesurant comment la quantité des soulèvements diminuait et la grandeur des soulèvements diminuait, on pensait avoir une objectivation de la fatigue. Et cela, donc, c'est en ce sens que ça séduit énormément à cette époque, c'est qu'on a des courbes. Voilà, là, il y aurait quelque chose à dire de très intéressant sur la construction sémantique des sciences. Là, on a vraiment une image qui semble résumer ce qui est notre vision du monde, ce qui était la vision du monde de l'époque. Oui, du coup, on a vraiment une approche, j'ai du mal à l'exprimer là-dessus, une approche de l'homme au travail au même titre que n'importe quel déterminant de la production. Et aujourd'hui, du moins à cette époque, on avait, on va dire, une historique, une connaissance, une compréhension du fonctionnement des machines, des outils, et on s'est dit, du coup, allons chercher le fil commun entre tous ces éléments-là pour pouvoir avoir un pilotage de la productivité globale. Est-ce que je le comprends bien? Alors,
il y a quelque chose de ce genre. Il y a sans aucun doute cette idée que l'univers entier, donc homme et machine et tout phénomène, est soumis aux mêmes règles, et donc effectivement on pourrait dire l'homme est une machine comme les autres qu'il faut exploiter comme les autres. Mais l'intérêt de cet instrument ergographe, c'est que se positionne à un moment charnière de cette histoire. Parce qu'en réalité, cette question de mesurer la dépense, on la retrouve depuis Lavoisier à la fin du XVIIIe siècle. Donc il y a des mots très, très intéressants, je le cite très rapidement. Mémoire, je ne cite pas exactement, mais Lavoisier, à la fin du XVIIIe, il écrit, lorsqu'il mesure justement la consommation d'oxygène, il écrit, si on arrive à mesurer à combien de poids correspond la consommation d'oxygène d'un philosophe qui pense ou d'un écrivain qui écrive, on arriverait à expliquer pour quelle raison, dans la langue française, on parle de travail, à la fois pour parler du travail de l'ouvrier et du travail du philosophe. Fondamentalement, c'est la même dépense, on dépense toujours de l'énergie. Du coup, là, on a du vrai mécanicisme, si on veut, ce que tu évoquais, c'est-à-dire voilà, penser l'homme au travail comme une machine n'importe laquelle. Mais l'ergographe s'inscrit, l'ergographe du coup 1890, là où j'ai fait commencer le début de mon livre, s'inscrit dans un moment charnière de cette pensée, c'est le moment où on intègre le niveau psychologique. C'est-à-dire, et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, Mosso, ce physiologiste, ne veut pas mesurer exclusivement la fatigue du muscle, il veut mesurer la fatigue de la volonté. Et c'est tout son objectif, c'est mesurer la fatigue de la volonté, puisqu'on se rend compte que le stimulus volontaire, du coup le stimulus psychologique, joue un rôle essentiel sur le rendement musculaire. Et donc, on commence à percevoir le fait que, et c'est là justement la volonté d'étudier le travail dans toutes ses dimensions, on commence à percevoir le fait qu'on ne peut pas mesurer juste l'énergie d'un homme comme on mesure, c'est une citation de Mosso là, on ne peut pas mesurer l'énergie d'un homme comme on mesure l'énergie d'un locomoteur, puisque l'homme ne dépense pas 1 kg de charbon pour 1 km de parcours. L'homme, au contraire, fait varier sa dépense en fonction de quelque chose qui est également un sentiment de fatigue, un sentiment d'effort. Oui, et ou un dépassement de soi. Ou ça peut... Mosso, il ne le prend pas encore vraiment en compte, on va le retrouver dans les continuateurs de Mosso, cette question du dépassement de soi. Mosso, pour l'instant, il prend juste en compte le fait que pour étudier le travail humain, on doit étudier l'homme en tant qu'être psychophysiologique, et du coup prendre en compte la dimension de stimulus psychologique dans la variation du rendement énergétique de l'homme. Pour cette raison d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il invente ce nouvel instrument, et dans ses courbes, il y a cette phrase avec laquelle il conclut, je suis convaincu que mes courbes, il retrouve la question de Lavoisier, il montre que l'homme se fatigue de la même manière lorsqu'il travaille avec l'esprit et lorsqu'il travaille avec les muscles. Autrement dit, il déplace la question énergétique dans la volonté elle-même. Mais si chez Mosso, il y a donc encore un peu ce mécanicisme que tu évoquais, étudier l'homme comme une machine parmi d'autres, néanmoins, il introduit cette question de la volonté de faire un effort qui modifiera par la suite l'histoire de cette science du travail. Donc c'est bon. Tu reviens après ou un peu plus tard. D'accord. C'est bon? Ouais, c'est bien. Pas trop abscon? Ouais, non, c'est bien, c'est très bien. Et ça m'intéresse. Et sur le travail. Ok. Et qu'est-ce qui va amener finalement l'aboutissement de ce constat d'échec, puisqu'on voit quand même là un outil qui amène un format de réponse par rapport à la question de l'homme dans son organisme de production. On voit que cet outil apporte une dimension supplémentaire en intégrant la partie psychologisante du travail, et que du coup ça impose une réflexion globale de l'approche de la fatigue, de l'approche de l'investissement et de l'approche de l'activité en soi du travail. Et dans ton étude, quel est le cheminement qui t'amène à faire le constat finalement de cet échec? Mais c'est là qu'il y a la chose intéressante par rapport à ces courbes de Mosso. Je pars de là. Il faut bien imaginer, là je rentre un tout petit peu plus dans le détail technique de cet instrument. On a donc un doigt auquel on attache un poids. Le sujet soulève ce poids avec le muscle
fléchisseur de son doigt, et petit à petit, on peut imaginer, voilà, le muscle s'épuise, et du coup, on arrive jusqu'à zéro. On n'arrive plus à rien soulever. Or, Mosso, là, il introduit justement des expériences pour introduire cette question psychologique, et il dit, bon, je fais faire des efforts avec un doigt stimulé électriquement, c'est-à-dire dans lequel la volonté, du coup, ne travaille pas, pour utiliser ces expressions. Et après, je fais continuer cet exercice en introduisant l'activité de la volonté. Et là, je vois que le doigt, il peut faire de nouveau des soulèvements. En disant, voilà, son explication, c'était la volonté, c'était épargnée, et du coup, là, elle peut s'introduire, et elle peut donc faire un effort. Le problème, c'est que, du coup, on doit imaginer ces courbes descendantes avec des segments. On soulève, après on s'épuise, après on recommence. Bon, en tout cas, des courbes. Le problème, c'est qu'on mesure la fatigue en mesurant le travail, en mesurant le travail mécanique. C'est ça qui est le problème, on va voir tout de suite, le problème épistémologique de ces types de sciences. C'est-à-dire, on mesure l'épuisement énergétique en mesurant la quantité de travail, alors qu'on veut expliquer la quantité de travail par l'énergie. Il y a c'est un terme qui revient constamment dans mon livre, on a pu me le reprocher d'ailleurs, il y a une forme de circularité. Il y a une très forte circularité épistémologique. Et ça sera la marque de l'ensemble de cette histoire. Puisque si on va un peu plus loin, on a un élève de Mosso qui critiquera l'ensemble de l'ergographe. Et ça va être la suite de mon ouvrage, étudier justement toutes les critiques que l'on peut faire à l'ergographe. Il y a cet élève, s'appelle Zacharia Treves, c'est pas très important, qui commence à dire, fondamentalement, l'ergographe ne mesure pas un épuisement. L'ergographe mesure un travail réalisé dans des conditions physiques très particulières. Voilà, un bras bloqué sur une planche qui soulève un poids très spécifique que l'on n'a pas choisi correctement. En réalité, nous dit Treves, cela est en contradiction profonde par rapport à ce qui est notre expérience du travail. Effectivement, personne n'a jamais vu quelqu'un tomber par terre complètement mort après qu'il a fait un travail très fatigant. Personne ne s'épuise complètement, alors que justement l'ergographe montrait des épuisements complets. Et il disait, cela est tout simplement parce que ce qui mesure Mosso, ce n'est pas de la fatigue. Il n'y a jamais de la fatigue totale. Il y a toujours, ce qui dit Treves, de la gestion de la fatigue. Et justement, l'effort volontaire, ce n'est donc pas quelque chose qui épuise le corps. L'effort volontaire est quelque chose qui gère la fatigue en fonction d'un but, en fonction de la volonté de réaliser quelque chose. Et c'est là que la chose devient extrêmement complexe, c'est que ce but est toujours déterminé par la volonté elle-même. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux effectivement réaliser concrètement avec mon effort? Et également, qu'est-ce qui vaut mon effort? Quelle est la valeur de mon effort? Et là, on voit que donc la question de la mesure du travail introduit une dimension qu'on peut appeler axiologique, une question d'évaluation. Mesurer le travail, ça signifie toujours également évaluer le travail que l'on est en train de réaliser. Qu'est-ce qui... Mesurer l'effort, ce n'est pas exclusivement mesurer une quantité de travail, c'est également mesurer ce qui vaut ce travail pour l'effort que je suis en train de faire. Et c'est là donc qu'il s'introduit une dimension qui est celle de considérer que, fondamentalement, l'effort est déterminé non pas exclusivement par une quantité énergétique, mais déterminé également par les valeurs que le travailleur donne à son effort. Or, ces valeurs sont toujours construites également socialement. Et c'est là justement que Zacharia Treves introduira un élément très intéressant dans lequel il souligne, fondamentalement, on se fatigue différemment que si on travaille à la pièce ou si on travaille avec un salaire horaire. Tout simplement parce que la valeur de l'effort est déterminée également par la valeur de la rémunération économique qui va derrière cet effort. Et en ce sens, mesurer le travail est toujours dans une circularité avec ce qu'on cherche à mesurer, c'est également ce qui est l'objet de la mesure. C'est là qu'il y a une forme de circularité. On ne peut pas séparer mesure de évaluation. Nous, en ergonomie, et ça avait été développé aussi par Monique Noulin et François Hubot, sur la notion de conflit de logique entre ce qu'on demande de faire aux gens et ce que ça leur demande à eux pour le mettre en œuvre. Et finalement, toute la complexité est de rendre compte finalement de cette dimension-là dans la construction même de ce qui est demandé en termes de travail. Ah, sans aucun doute. Disons que, et je m'inscrivais en partie dans cette tradition, voilà, lorsque je parle de la dimension axiologique, je pensais également à ce qui, justement, dans cet même esprit, a pu écrire Schwartz concernant effectivement le débat de valeurs, le débat de normes. Mais ce qui m'intéressait, c'était que ces sciences du travail, en réalité, en essayant de mesurer le travail
positivement, objectivement, ils se confrontaient à cette limite. C'est-à-dire que ceux qui cherchaient à le mesurer n'arrivaient pas à le mesurer, non pas parce qu'ils n'avaient pas les bons outils, mais tout simplement parce que la mesure elle-même était prise dans ce débat de normes et de valeurs. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'échec, ce n'était pas un échec par, disons, ils n'avaient pas développé bien leurs outils, ils n'avaient pas les bons concepts, et du coup on pourrait penser un jour à une science du travail qui arrivera à mesurer le travail, mais c'était plutôt de montrer que l'objectif même de mesurer le travail était déjà pris dans ce débat des normes et de valeurs par lequel se produit l'expérience de travail. Et c'est en ce sens que, en réalité, ces tentatives d'étudier scientifiquement le travail, notamment de le mesurer scientifiquement à travers cette mesure de la fatigue, ont révélé en réalité cette expérience complexe qu'est le travail, qui est effectivement, par la suite, qui a été très bien étudiée par l'ergonomie et par, disons, ce qu'on a appelé les ergodisciplines, c'est-à-dire, effectivement, ce conflit profond entre les différentes valeurs qui peuvent traverser l'activité humaine. Mais ce qui m'intéressait, c'est que ces sciences-là trouvaient ce conflit à un niveau qui était un niveau presque organique. C'est-à-dire, dans la manière même dans laquelle le corps se fatiguait, dans la manière même dans laquelle l'énergie était utilisée, on trouvait ce conflit de valeurs. Autrement dit, on ne pouvait pas séparer la dimension strictement mécanique et strictement énergétique de l'activité de travail de toute cette dimension, on va dire, effectivement, de l'activité, comme on l'a appelé à partir des années 20, qui émerge. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est finalement, là on est sur une période 1890-1920, où ce que tu indiques est, de mon point de vue, riche de sens, parce qu'effectivement, on voit une logique de mise en équation de ce que serait la production, au sens global de la production d'une entreprise, dans lequel on intègre une variable, ou on veut intégrer une variable de l'homme au travail, mais au final on se retrouve dans une impasse parce que le propos même de l'humain en lui-même vient parasiter cette dimension, on va dire, rationnelle ou rationalisante du fonctionnement de l'entreprise. Et quiz de ce qui se passe aujourd'hui finalement, parce que ce qu'on retrouve dans les questions des indicateurs de suivi dans les entreprises, dans les indicateurs de la question du lean management, des organisations du travail, est-ce que finalement on n'est pas encore aujourd'hui confronté à ces problématiques-là? Alors, j'oserais dire, on y sera toujours. C'est-à-dire, je pense que, et c'est ça qui m'intéresse dans ces affaires, je pense que le travail est cette activité de production de valeur. Je dirais vraiment que je reviendrai à cette définition marxiste du travail comme création de valeur, si on veut comme production de valeur. Et qui dit production de valeur dit forcément évaluation de ce qui vaut d'être créé. Et on peut considérer que le contexte de l'entreprise n'est rien d'autre qu'un outil pour essayer de résoudre ce problème. Et les mesures que tu évoques, toutes les mesures, toutes les métrologies qui ont pu être développées dans l'histoire de l'entreprise pour essayer d'évaluer le travail, d'évaluer la productivité, etc., ce ne sont rien d'autre que des instruments pour essayer justement de résoudre cette question de qu'est-ce qui vaut d'être produit, et du coup, qu'est-ce qui vaut le travail que l'on est en train de payer, qu'est-ce qui vaut le travail que l'on est en train de faire, etc. Or, c'est en ce sens que je me positionnerai, et c'est aussi un peu le but de cet ouvrage, dans une position de sociologie de la mesure, en prenant ces mesures, non pas comme des... disons, en évitant des écueils. D'un côté, l'écueil de considérer que ces mesures mesurent effectivement quelque chose de réel. J'insiste, on ne mesure pas le travail pour moi, ni néanmoins d'un point de vue opposé de considérer que du coup on devrait se passer de toute mesure. Mais au contraire, en essayant de montrer que les mesures elles sont prises dans le débat elles-mêmes qu'elles cherchent à résoudre. Et c'est là justement qu'il y a toute la difficulté de les mettre en place, ces mesures. Et j'oserais dire, la mesure première, et c'est ça qui m'a montré un peu ce parcours dans l'histoire des sciences, la mesure première du travail humain, c'est-à-dire la mesure de mon effort. À chaque fois que l'on fait un effort, on le mesure sur nous-mêmes, on le dit même en un langage courant, on mesure l'effort que l'on fait. Cette mesure elle-même, elle n'est jamais absolue. Elle ne peut pas être absolue parce que la façon dans laquelle je donne une valeur à ce que j'ai fait est déjà prise dans les débats sociaux par lesquels on valorise une activité plutôt qu'une autre, on valorise un but plutôt qu'un autre. Donc je pense qu'une
réflexion mûre sur le travail devrait être une réflexion qui s'intéresse aux usages sociaux de ces mesures, à la construction de ces mesures, comment elles sont construites, à quoi elles conduisent, à quoi elles ne conduisent pas, mais justement en évitant d'un côté une forme de fétichisme de la mesure qui voudrait dans ces mesures l'objectivation de quelque chose, et de l'autre côté une extrême criticisme de ces mesures qui voudrait que toute mesure du travail serait impossible. Alors moi j'irais dans la direction où tout travail du travail est impossible au sens où le travail n'est pas un objet que l'on peut objectiver, c'est une expérience. Mais d'autre part, je considère que le travail ne se fait que dans la mesure, et c'est ça qui montre l'impasse de ces psychophysiologistes, que ce qu'eux ils étaient en train de mesurer, c'était la façon par laquelle l'homme lui-même se mesurait. Et c'est là qu'il y a cette circularité. Mesurer la fatigue, ça signifie mesurer comment l'homme mesure son effort. Parce que voilà, ce qui à la fin montre l'ensemble de ces recherches, c'est qu'il y a des gens qui se fatiguent très vite dans des activités qui à première vue, elles sont très peu dépensières en termes énergétiques. Mais pourquoi elles se mesurent très vite? Parce qu'ils sont ennuyés, parce qu'ils ne trouvent pas de sens à ce qu'ils font, etc. D'autres, au contraire, qui peuvent résister très longtemps jusqu'à aller dans l'épuisement, justement. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils doivent bouffer, parce qu'ils sont dans des organisations qui les contraignent, etc. Donc voilà, mesurer la fatigue, ça signifie mesurer la façon dans laquelle l'homme lui-même se mesure. Alors, du coup, ça me ramène aussi à quelque chose, c'est que finalement, si on aborde la notion de l'objet de la mesure et de l'objet qui motive la mesure, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un conflit de paradigme entre ce qui est la valeur d'une entreprise, qui aujourd'hui se détermine, si on prend sur l'histoire des grands groupes, sur la valeur financière et l'objectivation des rentabilités, entre guillemets, de l'entreprise, qui pour le coup sont objectivables. Et pour pouvoir rendre compte de cette objectivation, on va aller porter une mesure du travail pour pouvoir y donner une valeur et un contrôle et une gestion. Est-ce que finalement, poser la question de l'intégration du travail autrement que sur cette notion de mesure à proprement dit de la valeur, ça ne vient pas en conflit avec l'objet même du fonctionnement de la mise en valeur d'une entreprise? Alors, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre à cette question. Ça implique d'une certaine manière répondre à cette question, de réfléchir à quelles sont les formes de valorisation sur le marché des différentes entreprises. Oui. Et je ne crois pas qu'il y en ait une seule. Il y a des formes de valorisation qui passent effectivement par l'exclusive financiarisation, on va dire comme ça, mais il y a d'autres formes de valorisation qui passent par exemple, la labellisation d'un geste de travail. Je pense au label rouge ou je ne sais pas quel autre AOC, dans lequel on valorise une certaine production économiquement par la valorisation d'un geste, disons, artisanal ou d'un geste de travail particulier. En ce sens, je ne sais pas s'il y a une contradiction de fond, au mieux, j'essaie de traduire ta question, après tu me dis si je l'ai bien reçue. Je ne sais pas s'il y a une contradiction de fond, on va dire, entre la valorisation économique et la valorisation en activité. Je crois que toute valorisation activité passe également par des valorisations économiques, mais que ces valorisations économiques peuvent avoir des effets différents sur la valorisation en activité. Et qu'effectivement, parfois il peut y avoir des contradictions très fortes, mais parfois, au contraire, la valorisation économique peut conduire à une conservation d'une certaine activité de travail, et du coup d'une certaine valorisation, par exemple, professionnelle du travail. Voilà, un label peut permettre de conserver un geste de travail qui pourrait être automatisable par sa labellisation qui permet par ailleurs sa valorisation économique. Parce que nous, au niveau du conseil, surtout le conseil en ergonomie, on est souvent confronté à cette dimension de dire oui, mais il faut garantir des indicateurs qui soient objectifs, alors que nous, on impose où on amène des questions sur la mise en valeur des débats autour du travail, des compromis opératoires, des itérations au niveau management, direction ou de convergence d'organisation, et ainsi de suite. Et finalement, vers quelle typologie de discours il faudrait aller, bon c'est peut-être un peu plus loin, mais vers quelle typologie de discours il faudra aller au niveau d'une dimension stratégique pour amener cette compréhension de, attention,
la mesure pour la mesure n'amène pas forcément ou va aboutir à une impasse de fait parce que l'homme par lui-même est divers, différencié et qu'il a besoin aussi de sens. Alors, je crois qu'il y a deux niveaux de questions dans cette question, bon, comme je le reçois. Le premier niveau est celui de... voilà, quoi faire lorsqu'on nous demande des mesures, si j'ai bien compris. Quoi faire lorsque le commanditaire, par exemple dans la situation de conseil, nous demande des mesures. Alors, je pense que c'est très important de... la première dimension, là je me positionne d'un point de vue de chercheur, du coup je ne fais pas de conseil, mais la première dimension de ma réflexion sur la mesure, issue aussi de l'expérience de ces bouquins, était celle de dire la mesure n'est rien d'autre que le résultat d'une négociation sociale. La mesure n'est rien d'autre que le résultat d'un équilibre entre des choses que l'on veut valoriser, des choses que l'on laisse de côté. On décide de mettre l'accent sur quelque chose. En ce sens, je pense que tout est mesurable. C'est ce sens que je m'oppose parfois à certains points de vue. Je pense à celui d'Schwartz, par exemple, qui considère que, pourtant, je suis très attaché à sa pensée, il a beaucoup alimenté ma pensée, mais il part parfois de valeurs non commensurables, en tout cas de valeurs non mesurables. Or, je ne pense pas qu'il y ait des valeurs non mesurables. Au contraire, je pense que l'un des travaux, l'un des projets dans lesquels il faut s'inscrire est de réfléchir et de conduire le débat sur qu'est-ce que l'on veut mesurer et pour quelle raison surtout. Quel est l'objectif de ces mesures. Et c'est là que je pense que l'un des problèmes de l'entreprise que tu prends, ce n'est pas tant celui de la mesure, mais celui de l'automatisation de la mesure. C'est-à-dire celui de qu'est-ce qu'on va mesurer. Qu'est-ce qu'on va mesurer, mais pourquoi on le mesure? Que ça soit clair pourquoi on est en train de mesurer ça. Pourquoi que ça soit clair que lorsqu'on mesure ça, ça conduit à certains effets. Je prends un exemple, bon, je m'inscris à cela dans ce que m'a appris un peu mon directeur de thèse, François Latin, qui m'a sensibilisé à ces questions, et il me prenait souvent un exemple, qui était l'exemple du grain de blé. Il me disait, fondamentalement, si on se positionne en position de mesure génétique, chaque grain de blé il est différent l'un de l'autre. Et du coup, on ne peut pas les mettre ensemble dans le même kilo de blé. Mais pour le vendre sur le marché, ça a quand même un intérêt de pouvoir mesurer le kilo de blé. La question, c'est qu'il faut être clair que les deux mesures servent à deux choses différentes et que les deux grains de blé sont à la fois différents et la même chose en même temps. Et je crois que c'est la même chose dans les expériences de travail. On peut partir, et je suis tout à fait convaincu, et je suis convaincu que également mon histoire des sciences ne fait rien d'autre que le montrer dans cet échec constant, l'expérience de travail est fondamentalement contingente, unique, disons particulière. Du coup, elle ne peut pas être universalisée dans une mesure. Mais en même temps, et c'est là, l'expérience de travail étant une expérience de production de valeur, l'expérience de travail doit être toujours canalisée dans un débat de normes de valeur qui doit être résolu d'une manière ou d'une autre. Sinon, on ne produit rien, si on veut. Résolu ou géré. Mais je crois que la gestion, c'est résoudre parfois ces débats de normes de valeur. C'est l'exemple, on va dire, que nous montre la sociologie des organisations. Dire, si on a l'exemple classique de Crozier, si on a d'un côté le département en vente qui veut absolument produire très vite quelque chose, et de l'autre côté le département technique qui nous dit si on produit trop vite nos machines vont exploser parce qu'on n'a pas le temps de les entretenir, bah là il faut quelqu'un qui résout cette contradiction, parce que les deux rationalités ont du sens, et les deux mesures ont du sens, les deux peuvent nous montrer deux courbes qui nous disent si on vend pas on va dans l'échec économique, l'autre qui nous dit si on vend trop on va dans l'échec technique. Et là, ces deux mesures ont du sens, les deux ont un objectif. La question, c'est qu'à un certain moment, il faudra trancher. Et en ce sens-là, ça montre que la mesure en soi ne mesure rien d'absolu en termes de travail, mesure quelque chose qui fait faire du travail. Et donc, voilà, c'était pour aller dans la direction de ce premier niveau de la question. Je pense qu'il faut travailler pour faire en sorte que les débats produisent des mesures. En ce sens, mesure et débat ne sont pas en contradiction, au contraire, les deux sont, même pas de moments, je dirais, deux éléments constitutifs de la gestion du travail, parce que c'est également un débat qui peut améliorer la mesure, qui peut la transformer, qui peut la mettre en crise. Et l'autre niveau de question, c'était la question du sens. Parce que tu disais, d'un côté, effectivement, la mesure, est-ce qu'elle ne rentre pas en contradiction avec le sens ? Et c'est là que, pour revenir à mon livre, c'est là que mon livre montre qu'en réalité, le sens lui-même ne se construit que
dans une négociation qui est toujours ancrée dans une organisation sociale et économique. C'est-à-dire, le sens, c'est quelle valeur je donne à mon effort. Or, la valeur que nous, on donne à nos efforts aujourd'hui est tout à fait différente aux valeurs qu'on aurait pu produire dans une autre organisation sociale et dans une autre organisation économique. Et c'est là encore que donc, je n'opposerai pas disons, l'expérience de l'activité individuelle de l'expérience sociale de la production socio-économique, mais qui, pour moi, ne peuvent être pensées que dans leur, je dirais un terme qu'il faudrait préciser, mais dans leur dialectique. D'accord. Vraiment très très intéressant là, tes propos et du coup qui amène une vraie réflexion et une opportunité de débat dans les entreprises autour de cette question de la mesure et de la valeur qu'on met dans ces mesures, et ce finalement à tous les niveaux d'une entreprise. Et moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est cette nécessité de trouver l'objet à mesurer, et que cet objet ne peut émerger qu'au travers de la confrontation des points de vue du travail et de la mise en œuvre des lieux où on va pouvoir les confronter. Et une fois qu'on a finalement mis en système ou mis en œuvre ce type de dynamique, on peut forcément y trouver les bons indicateurs qui vont amener la circulation de l'information ou l'évaluation des impacts de ces organisations-là. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant. Et le plus intéressant, c'est que sur une approche, on va dire, historique, d'une période donnée, on arrive à donner un sens aussi aux éléments contemporains qu'on retrouve dans les entreprises. Sans aucun doute, et j'irai peut-être plus loin, je ne sais pas si plus loin, mais je crois que c'est un peu dans cette direction. Je pense que ce qui montre ce que j'ai essayé pour le moment de montrer dans ce travail sur l'histoire de la mesure de la fatigue, c'était que la question économique se trouve d'abord, la question économique que parfois justement on oppose à la question du sens, en réalité se retrouve déjà dans la question du sens, au sens où ce qui est la fatigue est une économie de soi. Et une économie de soi, mais dans laquelle l'économie de soi, bien évidemment, à ce moment-là, l'économique, ce n'est plus l'économique des économistes, l'économie du marché, mais ça devient l'économie en ce sens de mesurer un ratio entre ce qu'on dépense et ce qu'on gagne. Mais que cette dépense n'est jamais exclusivement énergétique, n'est jamais exclusivement monétaire, n'est jamais exclusivement affectif, et tout à la fois ces choses-là, et également ce qu'on gagne, et tout à la fois ces choses-là. Et en ce sens, ce qui me semble, c'est pour cette raison que je vais un peu dans ta direction, c'est que, effectivement, sans être un expert de cela, mais on peut considérer que les entreprises aujourd'hui sont gérées largement par des indicateurs financiers qui considèrent que l'indicateur économique devrait prévaloir sur tout autre indicateur parce que c'est le nerf de la guerre, pour le dire avec un langage indigène des gestionnaires. Or, en réalité, en prenant l'économie en sens large, et non pas en le réduisant à l'économie du marché, on se rend compte que oui, on peut dire que l'économie est le nerf de la guerre, mais en le prenant en ces termes de débat de valeur, de qu'est-ce qui vaut d'être fait, qu'est-ce qui vaut cet effort que l'on consent. En prenant par effort, effectivement, toutes ces différentes dimensions de l'effort. Mais je pense que ce mot est un mot de fin, et je partage totalement cette approche. C'est comment on intègre un nouveau paradigme de l'économie, en tout cas de la pensée économique, au-delà de la simple dimension monétaire, mais sur une approche beaucoup plus sociétale. Écoute, j'ai quand même une dernière question, parce que ça m'intéresse, assez succincte pour pas avoir une émission trop longue. Demain, tes recherches, elles vont aller toujours dans ce sens, ou tu es aujourd'hui sur de nouveaux travaux? J'essaie de poursuivre dans ce que j'ai appelé une sociologie, je dirais plutôt une sociologie historique de la mesure du corps en activité, si on veut. Effectivement, je m'intéresse actuellement à différents dispositifs par lesquels on a essayé de métrologiser, de mettre en mesure des activités variées qui vont de l'activité sportive à l'activité de travail, jusqu'à l'activité, on va dire, quotidienne, à l'activité de rééducation. Actuellement, par exemple, on étudie la mise en place d'une semelle connectée pour la rééducation des amputés des membres inférieurs. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement qu'est-ce que l'on mesure lorsqu'on mesure la rééducation à la marche, du coup, par exemple, d'une activité qui théoriquement semblerait être une activité naturelle. Sur quoi on met l'accent, pour quelle raison on met l'accent, et qu'est-ce que cela
transforme dans la perception que les individus ont de leur propre activité. Autrement dit, voilà, ce qui m'intéresse, c'est comment on produit des mesures du corps en activité et qu'est-ce que ces productions de mesures de corps en activité font à l'activité humaine. D'accord, en tout cas encore de sujets super intéressants et je te remercie d'avoir accepté de passer ce temps avec moi. Je rappelle le titre de ton livre, Pourquoi les hommes se fatiguent-ils? Une histoire des sciences du travail, édité aux éditions Octares. Merci beaucoup. Merci Marco et bonne continuation sur tes prochains travaux de recherche. Merci de l'invitation. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. Pour accéder au livre de notre émission, c'est sur le site des éditions Octares, www.octares.com. Et si vous voulez plus d'informations nous concernant, notre courriel contact@entropie.net. N'hésitez pas à liker et ou vous abonner à notre chaîne. Merci à vous, à très bientôt.